Alors que le Moyen-Orient est de nouveau en flammes, les tensions entre Israël et l'Iran atteignent un niveau critique. Frappes ciblées, ripostes et menaces croisées alimentent une escalade qui pourrait embraser toute la région. Et dans ce climat explosif, Donald Trump prend la parole et affirme sans détour qu'il avait tout anticipé. « J'ai donné 60 jours à l'Iran. Ils ont dit non, et au 61e jour, vous avez vu ce qui s'est passé », déclare-t-il avec la froideur d'un stratège convaincu. Cette phrase claque comme une mise en garde, ou un aveu. Trump affirme avoir tenté la voie de la négociation, mais prévient désormais que quelque chose va arriver, laissant planer le doute entre diplomatie de la force ou menaces voilées. Son message est clair. Il prétend détenir les clés du conflit et entend faire plier l'Iran à ses conditions. Quelle est sa véritable stratégie? Et dans cette partie dangereuse, joue-t-il la paix ou la provocation? Suivez la vidéo jusqu'à la fin, aimez et partagez et donnez vos avis en commentaire. Merci pour votre précieux soutien. Nous connaissons tous le grand Premier ministre du Royaume-Uni. Nous venons tout juste de signer un document. Nous avons donc notre accord commercial avec l'Union européenne, et c'est un accord équitable pour les deux parties. Il va créer beaucoup d'emplois et générer beaucoup de revenus. Nous avons aussi beaucoup d'autres accords à venir. Vous pouvez voir le niveau d'enthousiasme, il est très bon. Et la relation que nous avons est fantastique. Je tiens donc simplement à vous féliciter. Donald, merci beaucoup. Cela met désormais en œuvre les accords sur les tarifs automobiles et l'aérospatial. C'est un accord vraiment important, et donc une très bonne journée pour nos deux pays, un véritable signe de force. Merci encore, Donald. C'est vraiment un jour important pour nous deux. Une grande nation, une grande nation. Est-ce que quelqu'un s'est engagé dans un accord depuis que vous avez parlé au téléphone depuis le bureau ovale? Cela est en œuvre. Les dirigeants du G7 appellent à une désescalade entre Israël et l'Iran. Ils affirment que vous détenez la clé pour débloquer la situation. C'est exact et c'est pour cela nous sommes ici. Puis-je vous poser une question, monsieur? Avez-vous parlé au Premier ministre Netanyahou? J'ai parlé avec tout le monde. Que leur avez-vous dit? Israël se porte très bien, comme vous l'avez probablement remarqué, et j'ai donné 60 jours à l'Iran. Ils ont dit non, et au 61e jour, vous avez vu ce qui s'est passé. Je suis en contact constant et comme je l'ai dit, je pense qu'un accord sera signé ou quelque chose se produira, mais un accord sera signé. Je pense que l'Iran serait imprudent de ne pas signer un tel accord. Monsieur le Président, l'Iran accuse Benjamin Netanyahou de les attaquer dans le but délibéré de faire échouer leur programme nucléaire. Pensez-vous que c'est vrai? Que répondez-vous à cela? Regardez, l'Iran aurait dû signer l'accord. Si malgré cela l'Iran ne vient pas à la table des négociations, garantiriez-vous que les États-Unis ne s'impliqueraient pas militairement? Je pense que l'Iran viendra à la table des négociations, ils veulent conclure un accord. Dès que je quitterai cet endroit, nous allons faire quelque chose, mais je dois partir d'ici. J'ai, vous savez, cet engagement et beaucoup d'engagements, y compris un engagement envers de nombreux pays, dont le Royaume-Uni, avec lequel nous venons de signer notre accord. Monsieur le Président, le règlement sur l'acier. Cela va tendre vers zéro où ils allaient. Nous allons vous fournir cette information dans un instant. Ils ont commencé les discussions entre les États-Unis et la Russie. Mais quand vont-elles reprendre vraiment? Elles ont déjà commencé. Monsieur le Président, l'Union européenne va appliquer davantage de sanctions contre la Russie. Pouvez-vous soutenir cela? Eh bien, l'Europe le dit, mais ils ne l'ont pas encore fait. Voyons-les le faire d'abord. Vous avez dit tout à l'heure que vous pouvez sanctionner la Russie. Pourquoi attendre pour les sanctionner? Parce que j'attends de voir si un accord sera signé ou non. Et n'oubliez pas que vous savez que les sanctions nous coûtent beaucoup d'argent. Quand je sanctionne un pays, cela coûte énormément d'argent aux États-Unis, une somme colossale. Ce n'est pas simplement signer un document, on parle de milliards et de milliards de dollars. Les sanctions ne sont pas si simples, ce n'est pas juste une voie à sens unique et rapide. L'accord signé aujourd'hui est un accord vraiment important pour nous deux. Je pense que le président est en train de faire un examen. Nous avons fait un examen lorsque nous sommes arrivés au gouvernement, donc cela me paraît logique. C'est vraiment important. Nous sommes de très anciens partenaires, alliés et amis, et nous sommes devenus amis en peu de temps. Il est un peu plus libéral que moi, pour ainsi dire. Je me situe un peu plus à gauche, pour une raison quelconque, mais nous nous entendons bien. Il y a pas mal d'électeurs britanniques qui craignent que vous soyez davantage du côté des Russes dans la guerre en Ukraine. Pouvez-vous les rassurer? Non, je veux dire, tu sais quoi? Je ne sauve pas des vies, je me soucie seulement de sauver des vies.
On n'a rien à voir avec ça, sauf que Biden, stupidement, nous a laissé nous mêler de ce bazar et lui a donné 350 milliards de dollars. 350 milliards de dollars. Et pourtant, malgré ça, tu as vu comment nous avons agi au Moyen-Orient. Nous avons encaissé 5,1 trillions. Nous avons presque 15 trillions de dollars qui vont être investis aux États-Unis. Donc l'argent n'est pas le problème ici. 5000 jeunes meurent chaque semaine en Russie et en Ukraine. Et si je peux arrêter ça, je serai très heureux. Ils sont ukrainiens et ils sont russes, donc on pourrait se demander que fais-je. Mais j'aimerais voir si je peux arrêter ça. Penses-tu qu'Israël peut éliminer complètement la menace que représente l'Iran, cette menace nucléaire, sans l'aide militaire des États-Unis? Qui a dit ça? Non, je demande si tu crois qu'ils le peuvent. Ce n'est pas important. Quelque chose va arriver. As-tu parlé du voyage au Moyen-Orient dans le cadre de négociations pour aider à conclure un accord? Je pense que ça se passe plutôt bien. Nous discutons, nous avons quelque chose qui s'appelle un téléphone, donc nous parlons, mais c'est toujours mieux de parler en personne. Est-ce qu'il y a un changement radical en Iran? Je veux voir l'absence d'armes nucléaires en Iran. Et nous sommes bien engagés pour nous en assurer. Cela arrive. Nous avons eu une discussion à ce sujet ce matin. Lors du G7, il y a une clarté absolue concernant le programme nucléaire. Nous ne voulons pas le voir se développer. Monsieur le Président, pouvez-vous garantir que le Royaume-Uni sera protégé contre toute taxe douanière future? Le Royaume-Uni est très bien protégé. Vous savez pourquoi? Parce que je les aime, c'est pour cela. C'est leur protection ultime. Le Premier ministre a fait un excellent travail. Je veux juste le dire au peuple du Royaume-Uni, il a fait un très très bon travail. Il a fait ce que d'autres n'ont pas pu faire. Il parlait de cet accord depuis 6 ans, et lui, il l'a réalisé. Il a vraiment accompli un très bon travail. L'intervention de Donald Trump dans le contexte explosif entre Israël et l'Iran pose une série de questions fondamentales sur l'équilibre entre diplomatie et démonstration de force. Lorsqu'il affirme avoir donné 60 jours à l'Iran, et que, le 61e jour, vous avez vu ce qui s'est passé, il ne s'agit pas simplement d'une déclaration musclée, mais d'une ligne de conduite stratégique assumée. Cela soulève une première interrogation essentielle. Un ultimatum unilatéral peut-il encore être considéré comme un outil de négociation crédible dans un monde multipolaire? Ou s'agit-il plutôt d'un signal adressé à ses électeurs, plus que d'un véritable levier diplomatique? En parallèle, Trump se présente comme le seul capable de désamorcer le conflit. Je pense qu'un accord sera signé ou quelque chose se produira. Ce « quelque chose » reste volontairement vague, laissant le champ libre à toutes les spéculations. Sanctions accrues, frappes ciblées, ou retour aux discussions. Cette ambiguïté calculée est-elle une force ou une faiblesse dans la gestion d'un dossier aussi inflammable? Il est aussi frappant de noter que Trump, tout en exprimant un engagement de façade envers la paix, refuse de garantir que les États-Unis n'interviendront pas militairement si l'Iran persiste dans son refus. Peut-on vraiment parler de médiation lorsque l'équilibre est aussi explicitement menacé? À quel moment la diplomatie se transforme-t-elle en chantage? Enfin, son insistance sur les pertes humaines, 5000 jeunes meurent chaque semaine en Russie et en Ukraine, et si je peux arrêter ça, je serai très heureux, révèle une volonté affichée de recentrer le discours sur la paix. Mais est-ce là une conviction sincère, ou une manière de se repositionner comme faiseur de paix à l'approche d'un possible retour à la Maison-Blanche? Ces questions appellent à une réflexion sérieuse. Trump agit-il en stratège global ou en homme politique en campagne? Et cette posture musclée est-elle vraiment compatible avec une désescalade durable au Moyen-Orient? Partagez votre point de vue en commentaire, car votre opinion compte dans ce débat brûlant. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter. Merci et à très bientôt.